Bonjour à tous, moi je suis le docteur Emmanuel Bosdur et je suis le docteur Violaine Bresson. Donc effectivement, on va vous parler plutôt là tout de suite des signes de repérage des violences intrafamiliales telles qu'on les voit et pour vous donner un peu des outils aussi. Donc tout d'abord, les violences intrafamiliales, où est l'enfant au milieu de tout ça? Et c'est vrai que malheureusement, il faut surtout pas l'oublier. Il est malheureusement souvent un peu trop oublié. Et les violences intrafamiliales, pourquoi ça concerne l'enfant? Parce que ça va le concerner à plein de degrés différents. Ça va le concerner parce qu'il va y avoir des modifications de son cadre de vie, il va y avoir une modification des rapports au sein de la famille, il va y avoir des modifications dans son éducation, il va y avoir une mère qui va être moins disponible à plein d'égards, ce qui va modifier également la parentalité. Et donc tout ça va faire que l'enfant il va se construire en fait sur un plan psychologique dans un univers qui n'est pas adapté à ses besoins fondamentaux. Et rien que ça va entraîner des signes et des conséquences qu'on doit savoir repérer, que vous devez savoir tous repérer. Donc il va y avoir des conséquences effectivement à la fois sur son développement, il va y avoir des conséquences psychologiques, il va y avoir des retentissements également sur son milieu social, donc à l'école, etc. Et puis l'enfant, quand il est au milieu de ces violences intrafamiliales, les violences aussi conjugales, il y a des violences qui sont directes aussi sur lui, il est à la fois témoin, il peut être bouclier, donc il va être aussi victime, il peut recevoir également donc des coups, et puis il va y avoir aussi de la violence qui va être directement dirigée contre lui. Donc effectivement, il va y avoir aussi des manifestations somatiques pour cet enfant. Donc c'est vrai que moi je rejoins beaucoup ce que disait le docteur Vanina Scherer tout à l'heure. Dans le repérage de la violence faite aux enfants, dans ces cas de violence intrafamiliale, on va être confronté à plusieurs situations et à 3 grands groupes. Le premier groupe, qui est presque le plus facile, c'est quand l'enfant il allègue quelque chose. Et ça, la parole de l'enfant, il va falloir bien sûr l'entendre. Et rien que l'allégation de ce que va nous dire un enfant en soi, ça doit faire l'objet effectivement d'une écoute attentive et d'une démarche de protection derrière. Mais finalement, les dires de l'enfant, on va évidemment les écouter, on va parfois essayer de l'interroger dans ce sens, mais c'est pas ça qui arrive au premier plan dans des situations de maltraitance et notamment dans la violence intrafamiliale. C'est rare que l'enfant d'emblée s'autorise à nous dire des choses, ça arrive, mais c'est pas toujours le cas. Il va falloir le décrypter en fait un certain nombre de choses qui sont les conséquences de tout ce qu'on vient de dire, de ces violences intrafamiliales, de sa construction mentale, etc., de retentissement psychologique, de l'état de stress post-traumatique et des symptômes de l'état de stress post-traumatique. Et puis il va y avoir les signes physiques qu'on va devoir repérer, ces signes physiques qui vont avoir des particularités. On va le voir, le docteur Bresson va vous expliquer, soit par leur localisation, soit par leur forme, soit par leur aspect, etc. Et puis le troisième point, c'est aussi de se dire, ce que disait le docteur Scherer, c'est toujours y penser. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les violences intrafamiliales et donc la maltraitance, ça doit être pour nous systématiquement quelque chose qui doit s'allumer dans le coin de notre tête en disant c'est un diagnostic comme un autre. Quand on voit un enfant, on va pouvoir diagnostiquer une maladie grave, une maladie génétique, une maladie congénitale, on va pouvoir diagnostiquer une pathologie courante, un asthme, un diabète, mais on doit pouvoir aussi se dire que dans les diagnostics de ce qu'on voit, ça peut être aussi des violences intrafamiliales, quelles qu'elles soient. Donc on doit systématiquement l'évoquer, et donc en l'évoquant systématiquement, on doit chercher des arguments à l'interrogatoire ou à l'examen clinique qui pourraient nous conforter dans ce diagnostic, parce que c'est un diagnostic à part entière, et il faut vraiment le faire de façon rigoureuse. Donc, y penser systématiquement, les rechercher. Donc après, finalement, les signes d'appel, donc je vous l'ai dit, il y a des retentissements somatiques, on va les voir, il y a des retentissements psychologiques, il y a tout un ensemble de symptômes en fait qui vont être liés à ces violences intrafamiliales et à une organisation un peu particulière de l'organisation mentale de l'enfant avec finalement un schéma un peu erroné de sa pensée, parce que s'il vit dans un univers qui a tout le temps de la violence, il va penser que la violence est une façon de répondre à différentes circonstances de la vie, et il va penser que la violence finalement est une réponse, et donc il va utiliser cette réponse dans des circonstances banales de sa vie quotidienne, donc de l'école, etc. Donc il va y avoir dans ces conséquences-là un certain nombre de rapports à la violence qui va être différent, un certain nombre de relations avec ses pairs qui vont être modifiées, il y a un certain nombre de relations avec les femmes qui peuvent également être modifiées, et ça, vous allez devoir les dépister à quel que soit l'âge de l'enfant. Les signes d'alerte du coup des violences intrafamiliales sont multiples, et selon les groupes d'âge, en fait, il y a un certain nombre de petits signes un peu fins qu'il faut repérer. Chez le nourrisson, des troubles alimentaires, des repas qui sont tendus, des signes de reflux gastro-œsophagien. Alors évidemment, ça peut être un enfant qui vomit parce qu'il a été secoué, ça peut être un enfant qui vomit parce qu'on l'a intoxiqué, mais ça peut être aussi un enfant qui vomit parce que sa mère n'est pas en état, en fait, au moment d'un repas ou à n'importe quel moment, en état de s'occuper de lui, à répondre à ses besoins fondamentaux, parce qu'elle est préoccupée par d'autres choses, parce qu'elle est dans ce cercle-là de tout ce qu'on a vu, des violences qu'elle subit elle-même. Et
il y a des difficultés effectivement en lien pur avec la parentalité, et un des symptômes chez le nourrisson, ça peut être les pleurs, ça peut être les difficultés nutritionnelles, ça peut être aussi d'autres symptômes. Voilà. Donc les pleurs inexpliquées vraiment chez le nourrisson, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment qui alerte sur des choses qui se passent en intrafamilial, il ne faut jamais les banaliser. Chez les adolescents et les plus grands enfants, les signes d'appel sont multiples, mais ce qui doit vraiment vous alerter, qui doit vous faire dire qu'il y a des violences intrafamiliales, c'est tous les troubles du comportement, bien évidemment, les fugues, les mises en danger, un adolescent qui va se scarifier, des états de mal-être, des syndromes dépressifs. Ça doit vraiment vous alerter et poser des questions sur qu'est-ce qui se passe en intrafamilial. C'est vraiment des éléments, il faut vraiment aller les rechercher de façon systématique. Il faut prendre le temps et évidemment les écouter. Ce sont des signes qui sont non spécifiques. Et dans ces symptômes non spécifiques aussi de violence intrafamiliale, il y a toutes les pathologies organique, un peu de somatisation. Il faut savoir aussi évoquer sur des asthmes qui sont un peu instables, des crises qui sont sans explication, pour lesquelles il n'y a pas de facteurs déclenchants allergiques, qui peuvent être des manifestations de stress. Il peut y avoir des eczémas un peu sévères. Enfin, il y a plein de pathologies en fait pédiatriques organiques aussi, sur lesquelles il faut savoir prendre du temps et savoir interroger aussi, qui peuvent être le témoin de signes en lien avec des violences intrafamiliales. Après, bien sûr, il y a des signes, on va le voir, qui seront beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus, entre guillemets, faciles à diagnostiquer. En tout cas, je pense que, donc, on le disait tout à l'heure, il faut y penser systématiquement comme un diagnostic à part entière. Donc, comme toute maladie qu'on va rechercher, elle est basée sur un interrogatoire qui doit être minutieux, qui doit être rigoureux. Il faut surtout bien noter cet interrogatoire. On en a parlé ce matin, enfin, et le docteur Gorincourt en a parlé aussi tout à l'heure pour les fractures. C'est vrai que le discours que va nous donner les parents est quelque chose de capital à recueillir. Les données de l'interrogatoire, il faut vraiment les noter, les recueillir, et surtout noter les premières données d'interrogatoire, parce que souvent, vous allez voir, dans des situations de maltraitance, eh bien, ce discours, il va changer en fait. Des fois, il est absent au départ et ensuite, il va changer. Et ça, c'est vraiment un élément clé du diagnostic. Ensuite, c'est un examen clinique rigoureux. Le docteur Bresson va vous montrer des exemples qui sont évocateurs de signes cliniques. Cet examen clinique permet de rechercher des diagnostics différentiels, des sclérotiques bleus, d'autres choses sur un plan de la fragilité osseuse, par exemple, et rechercher d'autres signes évocateurs de maltraitance. On sait malheureusement qu'un enfant, lorsqu'il est maltraité, il est rarement maltraité une seule fois. Il y a des répétitions des violences, et donc on s'aperçoit qu'un enfant, il est soumis souvent à différentes choses. On va avoir des brûlures, et puis on peut avoir des ecchymoses, on peut avoir des ecchymoses d'âge différents, on peut avoir des signes d'impotence fonctionnelle en faveur de fractures, on peut avoir des signes d'intoxication médicamenteuse ou autre. Donc il faut vraiment rechercher toutes les maltraitances chaque fois qu'on examine un enfant. Et évidemment, on fera un bilan complémentaire qui est un bilan lésionnel et un bilan évidemment de diagnostic différentiel. Et s'il y avait quelque chose à retenir de façon vraiment sur les signes cliniques, ce serait en fait cette diapo-là. C'était bien sûr les dires de l'enfant, on l'a dit. Si l'enfant vous dit quelque chose, il nous dit, il faut l'entendre. Et les autres signes sont des signes cliniques qui pourraient vous sembler banals. Une ecchymose, toute simple, mais sauf qu'elle survient chez un enfant qui a 2 mois, qui donc par définition ne va pas se déplacer, ou qui survient à un endroit qui n'est pas évocateur de quelque chose, et pour lequel l'histoire que vous racontent les parents, cette histoire clinique, elle est absente, elle est inconstante, ou elle est incohérente. Inconstante, le discours change. Incohérente, il faut vous poser toujours la question de savoir si ce que vous observez, que ce soit en radio ou en clinique, est compatible avec le développement de l'enfant. Est-ce que c'est compatible avec son développement psychomoteur? Est-ce que c'est compatible avec un accident? Si vous vous posez systématiquement cette question et qu'à un moment donné, en répondant à cette question, vous avez un doute, c'est qu'a priori, peut-être que ce n'est pas accidentel. Et si ce n'est pas accidentel, c'est qu'il y a une tierce personne qui est intervenue. Et ça s'appelle de la maltraitance. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est capital dans les situations de maltraitance, quel que soit le signe clinique. Y penser, on l'a dit, sur les troubles du comportement, sur des plaintes somatiques. Et un dernier point, c'est le manque d'intérêt des fois sur les lésions constatées. Ça, c'est aussi un élément qui est fort évocateur. Donc on va reprendre un petit peu ça un tout petit peu plus en détail, mais pour que vous reteniez en fait vraiment les éléments principaux. En fait, ce petit schéma, on l'aime beaucoup et on le présente souvent à nos étudiants en médecine, en fait, aux internes, parce qu'en fait, il est très visuel. Et chez un enfant qui se déplace, eh bien, les localisations en bleu, c'est des ecchymoses ou des hématomes en fait qui peuvent être présents, mais qui peuvent être accidentelles. C'est des localisations classiques d'un enfant qui apprend en fait à se déplacer, qui commence en fait à se déplacer. Par contre, les localisations rouges, c'est des localisations qui nous inquiètent,
qui nous questionnent, d'autant plus si on n'a pas d'histoire en fait compatible avec ces localisations. Mais pour voir ces localisations, pour repérer ces ecchymoses, ces hématomes, on l'a dit déjà dans plusieurs présentations précédentes, il faut examiner en fait le patient et notamment l'enfant complètement déshabillé. Il faut savoir retirer une couche parce que parfois la seule lésion qu'on va avoir, elle va se situer sous la couche. Pareil, un autre message clé qu'il faut retenir, attention si on a beaucoup de lésions, plus de 15 lésions, attention parce qu'il peut y avoir une pathologie de la coagulation sous-jacente d'une part, mais aussi parce que ça commence à faire quand même beaucoup de lésions. Et puis tout ce que je vous ai montré, ce petit schéma, effectivement, c'est si c'est un enfant qui se déplace, qui commence à se déplacer. Si on reçoit en fait aux urgences un enfant de 2 mois qui vient pour une bronchiolite, on est en pleine période d'épidémie, et pourtant il va falloir qu'on le déshabille parce que une ecchymose en fait sur cet enfant, ça peut nous amener en fait à l'hospitaliser pour le protéger, pour se poser, pour réfléchir à pourquoi cette ecchymose si on n'a pas d'explication, en dehors de toute gravité clinique liée à la bronchiolite. Et puis, on va s'attacher également à la forme en fait de cette ecchymose ou de cet hématome, parce que parfois il y a des formes suspectes. Donc là, de la même façon que le docteur Caposson vous a mis en fait des photographies un peu marquantes, mais on voit effectivement des lésions au niveau du périnée. Pensez également à regarder la bouche en fait des enfants. On voit des ruptures du frein de la lèvre, du frein de la langue, dans des attitudes de forçage alimentaire. Pareil, déshabillé complètement, on peut avoir des lésions en fait au niveau du dos, des ecchymoses au niveau du dos. Et il y a des photographies où il y a des enfants, ça faisait plusieurs mois qu'ils étaient maltraités, ils avaient déjà consulté des professionnels de santé, mais personne en fait n'avait pensé en fait à les déshabiller et les examiner complètement. Ensuite, les brûlures. Il faut savoir que chez les enfants de moins de 2 ans, 25% des brûlures que l'on observe sont non accidentelles. Alors, les brûlures, on a beaucoup de consultations pour brûlures, notamment aux urgences pédiatriques. Alors, les brûlures accidentelles, elles sont souvent superficielles, mal limitées, avec des marques d'éclaboussure, souvent. Mais il faut savoir aussi qu'un enfant, il a les mêmes réflexes qu'un adulte. C'est-à-dire que vous, quand vous allez être au contact de quelque chose qui va vous brûler, vous n'allez pas rester la main sur ce qui vous brûle. Vous allez retirer, vous allez avoir des réflexes d'évitement. Un enfant, c'est pareil. Donc, il faut se méfier des brûlures profondes dans les zones périphériques, se méfier effectivement et puis repérer un peu si, par exemple, ça ne reproduit pas l'agent vulnérant, le fer à repasser, la brûlure de cigarette. Vous avez également en bas une brûlure par immersion volontaire. Donc ça, je l'explique souvent en fait aux étudiants. Quand on donne un bain à un enfant, déjà la première chose dont on se méfie, c'est la température de l'eau. Encore qu'il nous arrive de ne pas vérifier la température de l'eau, quand on plonge un enfant dans de l'eau bouillante, le premier réflexe, il va hurler, et le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de retirer l'enfant en fait de la baignoire et de l'eau, et donc vous n'aurez pas des brûlures profondes au 3e degré comme on peut observer chez cet enfant, et on voit très bien la ligne de démarcation très nette parce que cet enfant était maintenu en fait au fond de l'eau, il pouvait plus bouger, il pouvait plus s'éclabousser. Donc pareil, il faut remettre en question ce qu'on vous dit. Si on vous dit j'ai brûlé mon enfant parce que le bain était trop chaud, il faut savoir être critique par rapport à ce qu'on vous dit. Si vous avez un doute, la façon de le protéger, pareil, c'est prendre le temps, passer le relais, transférer en fait à des collègues hospitaliers, hospitaliser l'enfant, et puis demander, et ça nous arrive régulièrement, de demander à nos confrères plasticiens, de demander à nos confrères légistes, quand on a un doute, quand on ne sait pas, on se fait aider. Alors le syndrome du bébé secoué, le docteur Martin Lebrun vous en a déjà parlé. Donc c'est vrai, maintenant on parle de traumatisme crânien infligé ou non accidentel parce que c'est vraiment une entité qui va à la fois comprendre le syndrome du bébé secoué, mais également les impacts contre des plans durs, les strangulations, les claques, les gifles. Donc il faut s'en méfier parce que les signes cliniques
sont des choses qu'on rencontre très fréquemment en fait dans notre clinique. Ça peut être un bébé qui consulte pour malaise, ça peut être un enfant qui vient pour vomissement. Donc c'est des choses qui sont pas forcément, dans la vie d'un pédiatre, on en rencontre tous les jours. Mais en fait, un bébé secoué, c'est pas non plus un jeu. On n'a pas joué avec un enfant à s'amuser avec lui. Ce sont des secousses violentes. C'est un enfant qui est empoigné violemment au niveau du thorax et des aisselles, comme vous le montre en fait le schéma, et qui est secoué violemment avec des mouvements d'accélération et de décélération de la tête en va-et-vient. Et il y a des études américaines qui ont montré qu'un observateur extérieur qui n'est pas médecin, qui ne connaît pas en fait le soin, sait en fait que ces mouvements-là sont dangereux et peuvent mettre en danger en fait la vie de ce bébé. Les accidents domestiques, les jeux, la vie quotidienne, la secousse par le grand frère de 3 ans ne peuvent pas entraîner un syndrome du bébé secoué, ne peuvent pas entraîner ces lésions. Alors les lésions, déjà la première à laquelle on pense, c'est que ces accélérations, décélérations vont entraîner des atteintes au niveau du système nerveux central, donc des ruptures des veines ponts, des hémorragies méningées. Il va y avoir un hématome sous-dural. Donc effectivement à la Timone on en voit beaucoup puisque c'est le service de neurochirurgie en fait est présent à la Timone. Donc nos confrères, quand il y a une hypertension intracrânienne très importante, vont devoir mettre en place en fait une dérivation, c'est-à-dire qu'ils vont mettre un tuyau pour ça va être une opération en fait chirurgicale pour mettre en place un tuyau pour dériver en fait ce sang dans le péritoine de l'enfant. Mais surtout, ce qui fait toute la gravité en fait du syndrome du bébé secoué, c'est que ces mouvements de va-et-vient vont entraîner ce qu'on appelle des lésions axonales, c'est-à-dire des lésions, des connexions en fait neurologiques qui sont en train de se mettre en place chez ces tout petits bébés. On voit les acquisitions neurologiques qu'ont les enfants les 2 premières années de vie. Et ben tout ça, c'est grâce en fait à des connexions neurologiques qui se mettent en place, et ça peut entraîner vraiment des lésions irréversibles en fait chez ces enfants. Et c'est des enfants qu'on va suivre sur le plan neurologique pendant des années pour être sûr qu'ils aient une bonne acquisition en fait de toutes les étapes de leur développement. Et comme vous l'a dit le docteur Bosdur, on va regarder le reste des lésions qui peuvent être observées. Donc il y a des lésions extracérébrales, des fractures des côtes, des hématomes localisés au niveau des bras, et puis d'autres fractures. Et ces lésions aussi d'accélération et de décélération vont entraîner des atteintes en fait oculaires, et on le voit, tous les points rouges en fait que vous voyez au niveau de la rétine, ce sont des hémorragies rétiniennes, et il y a des enfants qui peuvent avoir une cécité suite à ces lésions. Alors le syndrome du bébé secoué, en consultation, l'âge moyen en fait qu'on va avoir en hospitalisation, c'est entre 5 et 8 mois. Ça peut arriver avant. Mais souvent ça entraîne des morts subites en fait au domicile par des lésions directes du tronc cérébral où sont localisés en fait les centres respiratoires. Et ceux qu'on reçoit soit au cabinet de pédiatrie, soit aux urgences de la Timone Enfant, ce sont effectivement des nourrissons entre 5 et 8 mois, avec des signes neurologiques, donc des malaises graves, des enfants hypotoniques, des enfants qui vont convulser, mais Madame Martin-Lebrun, le docteur Martin-Lebrun vous l'a dit, ce qui est très important, c'est la mesure du périmètre crânien, mais surtout le report sur la courbe en fait, qui est à la fin du carnet de santé, la mesure de ce périmètre crânien. Et on voit là, alors que normalement ça doit suivre la ligne, une des lignes, on voit bien en fait que là, le point sort complètement en fait de la ligne, et c'est ça qui est important. On a un bébé qui peut avoir une grosse tête, mais qui peut avoir une grosse tête depuis qu'il est né, mais qui suit bien sa courbe. Par contre là, on avait un enfant qui avait une mesure de périmètre crânien au 25e percentile, et on voit que là, il dépasse en fait les courbes de normalité, et ça doit nous inquiéter. Mais si vous reportez pas la courbe, le point du périmètre crânien, vous pouvez passer complètement à côté. Les signes d'hypertension intracrânienne, c'est des vomissements, des pâleurs. Donc en période d'épidémie de gastro-entérite, c'est parfois compliqué en fait d'y penser, d'où l'intérêt d'être systématique, de déshabiller un enfant, de mesurer son périmètre crânien. Les signes hémorragiques, la pâleur cutanéo-muqueuse, le choc hypovolémique, puisque beaucoup de sang en fait est dans la tête. Et on regardera toujours, en étant systématique, les lésions sentinelles de maltraitance, les ecchymoses, l'hypomobilité d'un membre qui pourra nous faire penser à une fracture, et des lésions buccales. Et il faut se méfier parce que
les enfants, même malgré en fait la présence de fractures, un enfant peut ne pas paraître douloureux. On en a eu beaucoup en fait dans le service qui avaient des fractures multiples et ils pleuraient pas en fait. Ces bébés, au contraire, ils ont parfois tendance un peu à se faire oublier. Importance en fait pour nous praticiens de noter en fait, et c'est pour ça que le premier interrogatoire est capital, de noter l'heure de survenue du malaise, parce que souvent on sait que l'épisode en fait de secousse est très proche en fait de l'heure du malaise. Alors vous avez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez toute une synthèse qui est faite sur le syndrome du bébé secoué dans l'HAS, donc qui conseille de faire le bilan clinique complet, un examen minutieux du carnet de santé. Notre examen voilà, de référence initiale, ce sera le scanner cérébral. On fera également très rapidement donc, le fond d'œil, parce que l'association hématome sous-dural et hémorragie du fond d'œil vraiment signe diagnostic de bébé secoué, mais il faut le faire rapidement parce que ces lésions peuvent disparaître. Et au cours de l'hospitalisation, on fera une IRM cérébrale qui sera beaucoup plus précise pour décrire les atteintes. Ce qui est extrêmement difficile, parce que si on n'arrête pas en fait ce processus, c'est la récidive. Et au cours d'une récidive, on peut avoir des décès. Et c'est des formes chroniques de syndrome du bébé secoué. Et c'est parfois difficile de faire le diagnostic. Donc l'intérêt d'y penser, parce que plus on y pense, moins on passe à côté, de ces petits bébés qui vont être hypotoniques, qui vont avoir un petit décalage au niveau du développement psychomoteur. Ça peut être très discret, qui vont avoir une augmentation progressive du périmètre crânien, une fontanelle qui va être un peu bombante. Des bébés que nos collègues, nos confrères en ville vont voir sur des vomissements répétés, une mauvaise prise alimentaire, des difficultés du sommeil, des pleurs inexpliqués. En tout cas, il faut savoir l'entendre. Et toujours en fait être systématique, déshabiller les enfants et se reposer en fait la question. Et la seule façon d'éviter que ça se reproduise, c'est de le signaler. Et c'est souvent, on le voit dans la littérature, des parents qui consultent et qui viennent aux consultations médicales. Donc, comme vous l'a dit le docteur Bosdur, on fait un bilan paraclinique systématique, à la fois pour vérifier l'ensemble en fait des lésions de maltraitance, pour faire également le diagnostic différentiel. Donc, on fera un bilan de coagulation, on fera une imagerie cérébrale, un fond d'œil, des radiographies du squelette chez les plus petits, un bilan phosphocalcique, et on recherchera d'autres sévices. L'intérêt également en fait de l'hôpital, c'est qu'on a une prise en charge pluridisciplinaire possible et que ces enfants bénéficieront d'une évaluation psychologique, d'une évaluation sociale et du regard de tous les professionnels de santé, de l'équipe paramédicale. Il y a beaucoup de choses qui se passent en fait quand il n'y a pas le médecin, beaucoup de choses qui se passent la nuit, et tous ces éléments-là notés, colligés en fait dans le dossier de l'enfant, souvent c'est beaucoup d'arguments en fait qui nous aident à se dire qu'il se passe des choses, des parents alcoolisés qui vont venir en service d'hospitalisation, des mamans qui vont scotcher la tétine dans la bouche de leur enfant. Ça, c'est des choses où devant le médecin, souvent quand on passe à un instant T, on va rien remarquer et c'est l'ensemble de l'équipe en fait qui va remarquer des choses. Ça peut être l'ASH aussi qui vient faire le ménage dans la chambre et qui va entendre des paroles un peu virulentes sur un bébé. Et ça, on en discute tous ensemble. Alors les fractures, je vais passer rapidement parce que le docteur Gorincourt vous en a parlé. En tout cas, un des messages clés, c'est que toute fracture du nourrisson de moins de 1 an est suspecte. Nous, c'est vraiment un message qu'on fait passer à nos internes. Il faut un avis de médecin plus expérimenté, de senior, avant pour voir cet enfant. Donc en fait, tous les enfants qui ont une fracture du moins de 1 an sont vus par un médecin senior. Les fractures très suspectes, comme vous l'a dit le docteur Gorincourt, c'est les lésions métaphysaires, les fractures des arcs postérieurs des côtes, de la kinésithérapie respiratoire, ça donne des fractures des arcs antérieurs, des arcs moyens, mais pas des arcs postérieurs, fractures de l'omoplate, des fractures des épineuses vertébrales, du sternum. Mais je vais passer rapidement parce qu'il vous en a déjà parlé. Donc les messages clés, toute fracture chez un nourrisson de moins de 1 an qui n'a pas acquis la marche est suspecte. Toute intoxication médicamenteuse ou d'autres substances chez un nourrisson de moins de 9 mois qui n'est pas capable de se déplacer, de le trouver et de le mettre à la bouche, c'est suspect. Toute échymose ou hématome chez un nourrisson de moins de 9 mois, c'est suspect.
Et ça peut nécessiter qu'on hospitalise ces enfants. C'est un lieu neutre, l'hôpital, où on peut se poser et faire une évaluation globale. Une histoire clinique qui ne correspond pas. Si le développement psychomoteur de l'enfant que vous avez sous les yeux ne correspond pas à ce que vous disent les parents et de comment s'est déroulé l'accident, ça mérite qu'il y ait une évaluation globale de cet enfant. Une absence d'explication, un retard d'accès aux soins. En pédiatrie, les enfants, ils viennent plus vite, trop vite, plutôt que pas assez. Et l'absence de suivi médical et l'errance médicale, d'où l'intérêt du carnet de santé. Un point rapide, parce que c'est aussi la place de l'hôpital. Sur le syndrome de Munchausen par procuration. C'est un diagnostic extrêmement difficile parce que dans ce cas-là, le rôle du médecin, en fait, le médecin est souvent, on va dire entre guillemets, manipulé en fait par le parent auteur du Munchausen. Donc c'est une maladie de l'enfant qui est produite ou simulée par un parent. Donc ça peut être un tabou digestif, des malaises à répétition, un refus de la marche, avec des examens fréquents à la demande du parent, un parent qui nie les causes du symptôme et qui sont souvent des très bons parents qui viennent avec un carnet en fait de suivi, et quand on éloigne l'enfant de son parent, eh bien les symptômes disparaissent, et c'est un diagnostic extrêmement difficile pour nous à poser et quasiment impossible à faire en ville. En fait, il faut vraiment se poser en hospitalisation pour vraiment signer le diagnostic. Donc c'est notre dernière diapositive. Ce qui est important, je crois que vous l'avez entendu, c'est qu'il faut y penser toujours. Il faut écouter attentivement et savoir recueillir la parole des enfants. Il faut rester rigoureux, systématique, même si parfois on n'a pas envie d'y croire. Il faut soigner, continuer à soigner les symptômes des enfants, expliquer ce qui nous inquiète, faire les bilans complémentaires, protéger, et l'hôpital le permet encore, c'est garder ses enfants, les observer et ne jamais rester seul si on a un doute. Et même au sein de l'hôpital, on n'est jamais seul et on se parle de toutes les situations. Je vous remercie.